Lux Radio, il est 12h11. Comme tous les jeudis, c'est le moment de retrouver les rendez-vous de l'immobilier. Comme promis, un nouveau numéro consacré aujourd'hui aux bâtiments menaçant ruine. Pour nous éclairer, nous sommes avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors avant de vous laisser la parole, Donia, je rappelle que vous pouvez réagir et poser vos questions sur l'application Lux Radio. Merci Fatine. Mohamed Lazim, c'est un plaisir de vous retrouver. Bonne année déjà. Merci également. Alors justement, nous étions quittés fin 2017 en posant les jalons de cette thématique des bâtiments menaçant ruine. Et comme c'est un vaste sujet, nous poursuivons aujourd'hui sur cette thématique. Alors pour nous remettre dans le bain, pouvez-vous justement nous en dire plus sur la situation des bâtiments menaçant ruine au Maroc? De quoi parle-t-on au juste? Alors Dunia, le Maroc, malheureusement, il a enregistré plusieurs effondrements occasionnant de malheureuses tragédies et des images très poignantes soulevant l'émotion de nous tous, Dunia. Ce qui me touche, c'est que ces effondrements-là sont enregistrés dans un secteur clé de l'économie nationale, c'est le secteur du BTP. C'est un secteur, Dunia, c'est un secteur très... qui contribue de 6,6% du PIB national. C'est un secteur qui embauche environ 10% de la population nationale. Donc, pour répondre à votre question, ce que je peux dire, c'est que plus de 500 000 logements sont au Maroc, au niveau national, sont concernés par une pathologie extrême. Et quand on parle de pathologie extrême, ça veut dire on a une instabilité dans la structure porteuse de l'immeuble, ou bien on a une instabilité dans le sol, ou bien les deux à la fois. Ce qu'on peut dire, c'est que la maison marocaine, c'est le type d'habitat qui est le plus concerné par ce problème-là. Et la ville de Casablanca, c'est la ville la plus touchée, avec 17% du parc insalubre national. Alors, Dunia, c'est que ce phénomène des bâtiments menaçant ruine, c'est un phénomène qui est apparu vers la fin des années 80, et c'est un segment qui rencontre plusieurs défis socio-économiques, financiers. Donc c'est un problème, Dunia, qui touche une population à faible revenu. C'est un problème qui concerne des quartiers de forte densité, par exemple les médinas, ce qui rend l'intervention encore plus délicate. Donc face à cette situation, l'État, représenté par le ministère de l'Habitat, le ministère a fait sortir une loi, c'est la loi numéro 94/12, c'est la loi relative aux bâtiments menaçant ruine. Et cette loi-là a ramené plusieurs dispositions juridiques, institutionnelles et financières. Alors, voilà. On va avoir l'occasion de revenir sur cette loi 94/12. Alors, vous le disiez, cette problématique des bâtiments menaçant ruine, ça fait déjà presque 40 ans, 38 exact, ans que ça ouais. dure, donc ce n'est pas nouveau. C'est vrai que nous aussi, on peut l'observer autour de nous. Alors, quelles sont les responsabilités des propriétaires et des locataires de ces bâtiments menaçant ruine? Alors Sarah, avant de répondre, Donia. avant de répondre à votre question, donc un bâtiment menaçant ruine, donc c'est un bâtiment, pour définir d'abord c'est quoi un bâtiment menaçant ruine. Un bâtiment menaçant ruine, c'est un bâtiment dont l'effondrement partiel au total peut porter préjudice ou bien peut porter atteinte à la sécurité des exploitants, des passants, des occupants et des bâtiments avoisinants. Alors pour répondre à votre question, Dunia, c'est que concernant les responsabilités des propriétaires et des locataires, la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que pour les propriétaires, elle dit que la responsabilité de l'entretien d'un bâtiment en général incombe à leur propriétaire, qu'il soit une personne physique, morale, personne publique ou privée. Et pour les bâtiments menaçant ruine, la loi, elle dit que le propriétaire doit entretenir, rénover, réhabiliter ou éventuellement démolir son immeuble pour garantir la sécurité de ses exploitants. Ça, c'est pour les propriétaires. Pour les locataires, alors, si un bâtiment menaçant ruine est loué, le propriétaire, il a l'obligation de prévenir le propriétaire, le président de la commune et les autorités locales du danger que constitue cet effondrement-là. Alors, si le bâtiment objet de la location doit être démoli, le propriétaire, il peut demander au tribunal la résiliation du contrat de bail pour l'évacuation du locataire sans indemnité. Sauf que le locataire, il peut réoccuper les locaux
en payant un nouveau loyer. Ce nouveau loyer-là, il prend en considération le budget déboursé pour la rénovation et la reconstruction. Donc il y a des procédures qui existent justement dans le cas des bâtiments menaçant ruine. Il faut agir. Oui, il faut agir, Dounia. Et la loi, elle a bien spécifié la procédure qu'il faut suivre. Donc, dans le cas d'un bâtiment menacé ruine. Et la loi a distingué entre deux cas de figure, dans le cas normal et dans le cas d'urgence. Alors, dans le cas normal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 3 étapes. Alors, la première étape, c'est que quand on parle de le cas normal, ça veut dire dans le cas d'un bâtiment où il y a un danger grave, mais pas imminent. Alors, dans ce cas-là, il y a 3 étapes. La première étape, c'est que le président de la commune, il doit aviser, pas arrêter le propriétaire de l'immeuble menacé en ruine et ses occupants, ou éventuellement le syndic si l'immeuble il est en copropriété. Alors cet arrêté doit mentionner 3 points. La déclaration comme quoi le bâtiment est un bâtiment menacé en ruine. 1. 2. Il doit déterminer les opérations à accomplir pour conjurer le danger. Et 3e point, c'est le délai maximal pour intervenir. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que la personne concernée, quand elle reçoit l'arrêté du président de la commune, il a 4 choix. Soit donner une suite favorable dans le délai déterminé par l'arrêté, en présentant une déclaration comportant les mesures de renforcement ou de démolition qu'elle envisage de faire. Deuxième choix, il peut présenter au président une nouvelle expertise comportant un diagnostic différent. Et dans ce cas, le président il peut modifier son arrêté vis-à-vis des mesures à prendre ou du délai fixé dans leur mise en œuvre. Troisième choix, c'est qu'il peut exercer un recours contre l'arrêté devant le président du tribunal administratif en sa qualité de juge des référés, et ce dans un délai de 10 jours. Et le juge de référé il statuera sur la question dans un délai de 3 jours. Et le quatrième choix, c'est qu'il peut ne pas réagir, et ça c'est le cas fréquent. Et dans ce cas, l'administration procède à l'exécution des travaux aux frais de l'entrepreneur, aux frais du syndicat s'il s'agit d'un immeuble en copropriété. Ce que je peux rajouter ici, c'est que la loi a bien précisé que si un propriétaire refuse de respecter l'arrêté du président de la commune, donc il sera puni d'un emprisonnement entre 1 mois et 3 mois et d'une amende entre 30 000 et 50 000 dirhams ou l'une de ces deux-là. Ça, c'est la procédure dans le cas normal. Alors, pour le cas d'urgence, c'est que dans ce cas-là, le cas d'urgence, ça veut dire un danger grave et éminent. Dans ce cas-là, le président de la commune, il doit informer et sensibiliser les propriétaires par tous les moyens, signalisation, panneaux publicitaires, etc., évacuer les habitants, interdire provisoirement ou définitivement d'utiliser le bâtiment et le renforcement ou éventuellement la démolition du bâtiment. Donc, je rappelle que nous sommes en train d'évoquer la question des bâtiments menaçant ruine avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Alors, il y a aussi certaines réactions d'internautes via l'application Lux Radio. Alors justement, peut-être un petit rappel, un des auditeurs qui voudrait savoir justement quelles sont les personnes habilitées à contrôler les bâtiments menaçant ruine. Et voilà, et un autre qui se demande pourquoi ne pas suivre le modèle des pays développés et faire démolir toute construction vulnérable. D'accord. Alors, pour la première question, pour les personnes habilitées à contrôler les bâtiments menacés en ruine, donc il y a les officiers de la police judiciaire, il y a les agents délégués par la commune, il y a les fonctionnaires des communes chargés par le président de la commune, et il y a des experts qui sont chargés à titre exceptionnel de cette mission, chargés par le président de la commune ou par l'agence. Voilà. Alors pour la deuxième question concernant... Oui, en ce qui concerne la démolition pure et simple de toute construction vulnérable. Alors, quand on démolit, Sarah, il y a tout... Donia, il y a tout... Vous allez y arriver, c'est la première de l'année, donc je vous en veux pas. Alors, Dounia, donc, ce que je peux dire, c'est que quand on a un bâtiment menacé en ruine, donc il y a deux options. Soit on va démolir, soit on va rénover et reconstruire. Alors, la démolition, c'est la solution la plus facile. Et la rénovation et la réhabilitation du bâtiment, c'est la solution la plus difficile.
nous, en tant qu'ingénieurs, c'est qu'on préfère démolir que rénover parce que la rénovation, ça demande vraiment une expertise, ça demande une compétence élevée pour pouvoir rénover suivant les règles de l'art. Voilà. Et en ce qui concerne les citoyens, les personnes qui habitent dans ces habitations, elles doivent aussi coopérer. Justement, est-ce qu'on demande leur autorisation ou pas? Non, bien sûr, ils doivent coopérer et ils doivent respecter l'arrêté du président de la commune. Ça veut dire si l'arrêté il prescrit comme quoi il faut rénover, il faut évacuer les immeubles, les locaux pour pouvoir rénover ou bien démolir le cas échéant. Alors Mohamed Lazim, je rappelle que vous êtes expert judiciaire et directeur général de GIC 4. Nous l'évoquions tout à l'heure, cette loi 94/12. Alors quel est le rôle de l'agence qui a été créée par cette loi? Oui. Alors Dounia, moi je suis pas très d'accord, je partage pas cet avis avec le législateur en créant cette agence-là. Je vais dire pourquoi. Alors justement, dites-nous aussi quel est votre regard sur ces dispositions autour de cette loi 94/12. Alors, pour répondre à votre question, Dounia, la première question, c'est que cette agence-là, c'est l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menacés en ruine. Donc, c'est un établissement public qui dispose de la personnalité morale et d'autorité financière. C'est une agence qui est dotée des prérogatives et de la puissance publique et elle dispose de mécanismes juridiques, notamment le droit d'expropriation pour utilité publique, le droit de préférence en cas de créance, le droit de constituer une réserve foncière. Mais tous ces prérogatives-là ne sont pas suffisantes pour réussir la mission de l'agence. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que la loi a accordé le droit de préemption sur les cessions d'immeubles situés à l'intérieur des quartiers menacés en ruine. Mais tout ça, Dounia, c'est que toutes ces prérogatives ne sont pas suffisantes pour réussir et je vais dire pourquoi par la suite. Voilà. Alors justement, avant que vous nous dites pourquoi, justement, une autre réaction d'un de nos auditeurs, qui ont l'air vraiment très intéressés par cette thématique des bâtiments menacés en ruine. Y a-t-il du relogement des occupants, justement, de ces bâtiments menacés en ruine? Alors, la loi parle de relogement provisoire. Elle ne parle pas de relogement définitif. En fait, c'est que si les occupants d'un bâtiment menacé en ruine n'ont pas les moyens pour trouver un bâtiment, un local convenable, donc avec leurs propres moyens, l'autorité administrative compétente, en coordination avec l'agence, ils vont prendre toutes les mesures nécessaires pour leur relogement provisoire et non pas définitif. La loi parle d'un relogement provisoire. Alors, pour terminer, je vous propose justement de nous éclairer, de nous en dire plus justement sur votre point de vue sur ces nouvelles dispositions de cette fameuse loi 94/12. Alors, Dounia, c'est que certes, cette loi, elle est importante de par ces nouvelles dispositions, mais elle n'est pas suffisante pour réussir, pour éradiquer ce problème, pour résoudre ce problème-là. Et ce, pour moi, c'est pour deux contraintes. La première contrainte, c'est la réserve foncière. Au Maroc, Dounia, comme j'ai dit dans une émission précédente, c'est qu'on a un problème du foncier, Dounia. De par la pluralité des statuts fonciers, les terres collectives, les terres habous, les terres guiches, les domaines privés de l'État, domaines publics, il y a aussi le morcellement excessif, il y a aussi le taux d'immatriculation qui est trop faible. Donc tout ça, ça entrave la mobilisation du foncier. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est le financement, Dounia. Donc le financement des opérations de réhabilitation urbaine. Alors, également, ce que je peux dire aussi pour l'agence, je peux dire c'est que la création d'une nouvelle agence n'est pas une très bonne idée de par le manque d'expérience de l'agence dans la gestion de la politique des villes en général et en particulier les bâtiments menaçant ruine. C'est pour cela, moi je dis que il a été opportun de mettre les collectivités territoriales, en l'occurrence les régions, devant leurs responsabilités vis-à-vis de la question des bâtiments menacés en ruine au lieu de créer une nouvelle agence. D'accord, en espérant justement que les régions se saisissent de ce dossier. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que nous étions avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur de GIC 4. Il était question